J'ai écouté la vidéo de l'émission télévisée de Charles Bleuc D. J'ai écouté l'émission télévisée de Charles Bleuc D. Je dois avouer que j'ai été surpris et un peu choqué. J'ai été choqué parce que je pense qu'il allait trop loin. Cocteau disait que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et je pense que Blé a été trop loin. Car on ne dit pas ça de son papa. On ne dit pas ça de sa maman. S'il a accepté que Babou Laurent est son papa, ce n'est pas comme ça qu'il faut lui dire merci. L'épisode du pardon à Soro, j'ai 2 ou 3 petites choses à dire dessus. Quand nous sommes quittés à Ouagadougou, que nous sommes arrivés avec l'accord politique, j'étais parmi les rédacteurs de l'accord politique de Ouagadougou. On a rédigé à côté de l'accord politique un code de bonne conduite. C'est-à-dire que le camp présidentiel ne devait pas attaquer verbalement ou physiquement le camp ce qu'on appelait à l'époque les rebelles. Et puis, inversement, les rebelles ne devaient pas attaquer le camp présidentiel en parole ou en action. Et donc, on avait ça entre nous et tous les acteurs le savaient. Quelquefois, les propos dépassaient les bornes, mais on essayait de canaliser. On avait fait ce code de bonne conduite pour permettre aux gens de ne pas être frustrés dans la mise en place, dans la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Donc c'est peut-être le président ayant estimé que les propos de l'émission avec Sangaré et Resso étaient un peu contraignants. C'est peut-être dans ce sens qu'il a demandé à Blé de présenter les excuses à Soro en tant que Premier ministre, pas en tant qu'un individu. Je me rappelle que Tagro, paix à son âme, aussi avait fait une sortie qui était jugée violente par le code de bonne conduite. Et le président aussi a interpellé Tagro pour qu'il présente ses excuses à Soro en tant que Premier ministre, pas en tant que Soro. Je me rappelle que Afi avait fait une conférence sur ça et le président avait estimé que c'était un peu violent. Mamadou également avait été tensé sur la question du désarmement à l'époque. Donc ce n'est pas un fait isolé. Que Blé parte chez Nadi et que ce soit devant Nadi, ça c'est un fait, mais ça ne justifie pas qu'on vienne dire ici que c'est Nadi qui prend les décisions à la place de Babou. D'ailleurs, vous voulez remarquer que même à Simone, on disait que c'est Simone qui prenait les décisions à la place de Babou. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout vrai. Et quand nous fûmes petits, nous avons entendu des choses. On disait que c'était la sœur du Feu-Boyen qui gouvernait à sa place. Avec le président Ouattara, on dit que c'est Madame Dominique Ouattara qui dirige le pays. Donc il y aura toujours ce genre de propos sur les épouses des chefs. Sur les épouses des chefs. Et je pense qu'un homme doit écouter sa femme. Quelquefois sa femme. Parce que les femmes ont des sens que nous n'avons pas. Un homme doit écouter souvent sa femme avant de prendre des décisions. Donc si ça s'est passé ainsi, je pense que Blé n'avait pas tous les détails, et quand on n'a pas les détails, il faut demander. C'est sur ce point-là que je voulais intervenir. Sur les autres, le conseil que je voulais donner à Blé, moi je n'étais pas à la CPI, mais j'observe que la CPI parle trop. C'est une prison où les gens ne sont pas libres, les gens ne sont pas eux-mêmes moralement affectés, psychologiquement abattus, physiquement défaits. Il y a tout homme, quel que soit ton mental, même avec un mental d'acier, tu vas finir par céder. Dans ce genre de circonstances, il y a des choses qu'on peut faire en prison, mais une fois qu'on sort de prison, ça reste en prison. On ne parle pas de ça dehors. On ne parle pas de ça dehors. Si tous les prisonniers devaient venir parler de ce qu'ils subissent dans les prisons, de ce qu'ils vivent, mais le monde allait mal. Je pense que je suis un enfant qui a la culture de l'Académie du Bois Sacré. Quand vous rentrez dans le Bois Sacré, ce qui se passe dans le Bois Sacré reste dans le Bois Sacré. Une fois que tu sors et que tu viens étaler ça à la place publique, la communauté te condamne et tu n'es plus digne d'un enfant de la communauté. Tout le monde se méfie de toi. Ceux que tu attaques se méfient de toi, ceux à qui tu veux faire plaisir se méfient de toi. Donc je pense que la CPI parle trop. Elle devrait être muette. Elle devrait être muette. Et quand Blé dit que c'est Nadi qui paralyse la gauche,
Là aussi, je ne suis pas d'accord avec elle. On ne peut pas jeter la responsabilité de la paralysie de la gauche sur un individu, alors que les responsables même qui devaient former la gauche et être forts ne peuvent même pas résister devant pour faire la lutte. Ne peuvent même pas résister, ne sont pas dans la résilience. Qui sont ceux qui sont allés, dis-moi le nom, qui sont ceux qui sont allés légitimer le quatrième mandat? C'est Nadi qui allait légitimer le quatrième mandat. Donc, quelquefois, à force de parler trop, on finit par dire des choses qui sont incorrectes et qui ne sont pas normales, qui ne sont pas justes. Donc, c'est ça que je voulais dire en interpellant Blé Goudé pour lui dire qu'un père reste un père. Par ailleurs, je ne l'ai jamais entendu dire le bienfait que Gbagbo lui a fait. Sa parole lui a été crédible, elle a été équilibrée. Gbagbo ne peut pas un Satan. Tout ce temps mauvais. Et lui, il a suivi ce Gbagbo qui était mauvais. J'aurais aimé que de temps en temps, il rappelle aux Ivoiriens ce que Gbagbo a fait pour lui de bien. Politiquement, socialement, financièrement. Je sais un peu quelque chose. Les querelles entre figures de l'opposition prennent le dessus sur la lutte pour la souveraineté. Les révélations, les suspicions, les rancunes s'accumulent. Et pendant ce temps, le pouvoir d'Alassane Ouattara, soutenu par Paris, avance. Jusqu'à quand l'opposition laissera-t-elle la division tuer le rêve de liberté? Nous avons mal à notre Côte d'Ivoire. Mal à ce pays qui, depuis des décennies, cherche la voie de sa dignité, mais qui se perd sans cesse dans les chemins de la division. Mal à cette opposition ivoirienne qui, au lieu de parler d'une seule voix face à l'injustice et à la domination, préfère s'entre-déchirer, s'accuser, se soupçonner. Et au milieu de tout cela, les Ivoiriens, le vrai peuple, celui qui a souffert, celui qui attend encore le changement, celui qui garde la foi malgré tout, ne comprend plus rien. Depuis la sortie de Charles Blé Goudé sur les plateaux de la NCI, une nouvelle tempête s'est levée. Des mots, des rumeurs, des accusations. Et tout le monde s'agite. Certains applaudissent, d'autres s'indignent. Mais au fond, que voyons-nous? Un triste spectacle de désunion, de méfiance et de règlement de compte. Et pourtant, nous savons tous que ce n'est pas ainsi qu'on libère un pays. Ce n'est pas ainsi qu'on rend justice à un peuple humilié. Blé Goudé n'a pas parlé dans le vide. Qu'on l'aime ou qu'on le critique, ces mots ont touché quelque chose de vrai. Il y a, au cœur même du camp de la résistance, des forces obscures, des intérêts croisés, des ambitions personnelles qui ont pris le pas sur le bien commun. Et cela, nous le voyons tous, même si peu osent le dire. Oui, il existe des connexions troubles, des amitiés douteuses, des ponts fragiles entre des figures de l'opposition et les cercles du pouvoir. Oui, des contacts existent, parfois par calcul, parfois par stratégie, parfois par pure naïveté. Mais pendant que les uns jouent à ces jeux d'influence, c'est le peuple qui paye le prix. Pendant que certains négocient leur avenir, d'autres pleurent encore leur mort. Pendant que certains cherchent à se repositionner, d'autres croupissent en prison. Pendant que des deals politiques se trament en coulisses, le pays, lui, continue d'être pillé, dominé, vendu. Et dans tout cela, qui gagne? Ce n'est ni Gbagbo, ni Blé Goudé, ni même les militants du PPACI ou du COJEP. C'est Alassane Ouattara. C'est la France. C'est ce système colonial qui se frotte les mains en nous voyant nous battre entre nous. Chaque fois que nous nous divisons, Paris respire. Chaque fois que nous nous insultons, les multinationales s'enrichissent. Chaque fois que nous nous tournons les uns contre les autres, les vrais ennemis se renforcent. Alors, posons-nous la vraie question. À qui profitent ces querelles? À qui profite cette opposition éclatée, fatiguée, démoralisée? Certainement pas au peuple ivoirien. Le président Gbagbo, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, reste une figure historique. Il a tenu tête à la France, il a payé le prix fort de la souveraineté. Mais aujourd'hui, le danger ne vient plus seulement de l'extérieur. Il vient aussi de l'intérieur, de ses luttes intestines, de ses conseillers aux intérêts flous, de ses influences étrangères qui continuent de tenter nos rangs sous des visages amis. Ce n'est pas un secret que les alliances d'hier, forgées dans les épreuves, se sont brisées. Simone Gbagbo d'un côté, Blé Goudé de l'autre, Awa Don Melo ailleurs. Et maintenant des soupçons autour du parti, autour de la deuxième épouse du président,
autour des rapports entre certains cadres et le pouvoir. Tout cela alimente la confusion, le doute, la méfiance. Mais nous ne devons pas tomber dans le piège de la haine. Nous ne devons pas confondre critique et destruction. Car c'est justement ce que veut le système en face, que nous nous consumions dans nos propres flammes pendant qu'il consolide son emprise sur le pays. Il faut le dire avec force, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un parti. Le vrai problème, c'est ce système néocolonial qui a pris en otage notre nation depuis trop longtemps. Un système qui manipule les ambitions, finance les divisions, entretient la haine et récompense la trahison. Un système qui a fait du mensonge une arme politique et de la soumission un moyen de gouverner. Et tant que nous ne comprendrons pas cela, tant que nous continuerons à nous attaquer entre nous, nous ne sortirons jamais du piège. Car le combat que Gbagbo a initié n'était pas un combat de personnes, mais un combat d'idées. Et ces idées, aujourd'hui, doivent survivre à tous les noms, à toutes les querelles, à toutes les manipulations. Nous avons besoin d'unité, pas de querelles d'ego. Nous avons besoin de clarté, pas de demi-vérité. Nous avons besoin d'un mouvement populaire, pas d'une aristocratie politique qui se dispute des fauteuils pendant que le peuple crie famine. Oui, nous devons oser regarder la vérité en face, la gauche ivoirienne est malade. Malade de son orgueil, malade de ses divisions, malade de son oubli du peuple. Mais cette maladie n'est pas incurable. Il faut simplement retrouver le courage de dire non à ce qui dévie, même quand cela vient de nos propres rangs. Car si nous ne faisons rien, si nous laissons ces fractures s'élargir, si nous continuons à nous battre entre frères pendant que le pays brûle, nous deviendrons complices de ce que nous prétendons combattre. L'histoire nous regarde. Elle jugera notre silence, nos compromis, nos trahisons. Elle jugera notre capacité à mettre nos rancunes de côté pour sauver l'essentiel, la Côte d'Ivoire, la vraie, celle du peuple, celle du travail, celle de la dignité. Alors, nous disons ceci à nos leaders, assez de divisions, assez de suspicions, assez de querelles internes. Que chacun prouve sa loyauté par les actes, non par les slogans. Que chacun se rappelle pourquoi il s'est levé un jour pour dire non à l'injustice. Et que celui qui veut trahir le combat sache qu'il trahira un peuple, pas seulement un homme. Car nous, le peuple, nous veillons. Nous n'avons plus peur. Nous avons déjà tout perdu, sauf notre dignité. Et cette dignité, nous ne la livrerons plus à personne, ni à Paris, ni à Abidjan, ni à ceux qui ont oublié que la politique n'est pas un commerce, mais une mission. La Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau souffle. Un souffle de vérité, de courage, d'unité. Un souffle qui balayera les hypocrisies et les mensonges. Un souffle qui remettra le peuple au centre de tout. Car tant qu'il restera un seul Ivoirien capable de se lever pour la justice, le combat de Gbagbo ne sera pas mort. Et tant qu'il restera une conscience éveillée pour dénoncer la trahison, la souveraineté ne sera pas un rêve, mais une promesse.